Et si tu le fais avec passion et conviction, au bout d'un moment, ça va marcher, que ce soit d'une manière juste pure plaisir ou d'une manière financière. Tu sais, quand tu es sur YouTube et quand tu postes un peu de tout, tu commences à avoir un peu ta vie. J'ai posté 2-3 petits trucs que j'avais fait. On avait rénové une petite maison, des trucs comme ça. Ça intéresse beaucoup et donc tu as envie un peu de tout ouvrir. Et au bout d'un moment, je me suis vraiment dit, tu sais quoi en fait, Lena ou Logan Paul et KSI avec Prime, j'adore étudier, tu vois, ce genre de projet, les heures et le travail et trouver l'inspiration d'un YouTuber et la direction dans laquelle ce YouTuber va aller. Là, on est entre nous, personne ne nous écoute. Il y a plein de choses que maintenant je regarde où je me dis, j'aurais pu faire ça, j'aurais dû faire ci. Après un certain nombre de temps, on regarde toujours en arrière. Mais première priorité, c'est juste let's do it. Faisons en sorte qu'on crée ces choses-là, que ces idées deviennent la réalité. Et ensuite, le reste suivra, quoi. Feu à volonté. Bienvenue sur le podcast High Value Entrepreneur, je suis Roger. Les entrepreneurs cool et performants dont tu penses qu'ils n'ont pas besoin d'aide et qui parfois sont dans mon podcast sont ceux que j'accompagne. Ce podcast est produit par Tête de Tigre, l'agence de podcast, audio et vidéo. Si tu veux des histoires et des invités encore plus dingues, abonne-toi, commente et partage ce podcast. Bon visionnage et bonne écoute. Salut Seb. Salut. Bienvenue sur le podcast High Value Entrepreneur. Merci. On se connaît, on s'est déjà vu. On parlera peut-être de notre rencontre dans l'After Podcast si on aborde le sujet. On commence le podcast, on ne présente pas les invités. Et cette saison, on pose une question à absolument tout le monde qui est: quelle est l'anomalie de ton parcours que tu aurais aimé éviter et qui se révèle finalement être un super atout dans ton parcours? Raconte-nous tout. Ouais, c'est difficile comme question, je t'avoue, mais je suis allé à un salon, c'est un événement auto qui s'appelle le Goodwood, avec mon grand-père quand j'avais, je crois, 14 ans. Il s'avère que c'est la dernière fois que je l'ai vu, mais c'est la première fois que j'ai filmé un événement auto. Et je l'ai fait à côté de mon grand-père, qui était l'inspiration et qui m'a aidé aussi beaucoup à commencer YouTube, on en parlera peut-être. Et voilà, le côté triste, c'est que c'est la dernière fois que je l'ai vu, mais ça m'a inspiré de continuer à filmer des voitures et à filmer des événements dans le futur. Et sans ça, sans ce jour-là, j'aurais pas jamais continué, je pense, à faire des vidéos sur YouTube. Et aujourd'hui, voilà, c'est ce que je fais tous les jours, quoi. T'habites où? Tu viens d'où? Raconte-nous tout. Là, j'habite sur Genève, en Suisse. J'ai grandi dans le sud de la France, vers Nice, entre Nice et Monaco, un endroit qui s'appelle La Turbie. Ok. C'est un village au-dessus de Monaco avec des belles routes. Magnifique. Ouais, beaucoup de belles voitures dans le coin de Monaco, et c'est ça qui m'a donné un peu la passion pour l'auto. Et ensuite, j'ai un petit peu bougé. J'ai fait l'université en Espagne. J'étais à l'école en Angleterre un petit peu. Je suis parti aux États-Unis pendant 9 mois habiter. Et après, je suis rentré en Europe. Et aujourd'hui, je suis sur Genève et j'adore être là-bas. Et c'est un kiff, quoi. Est-ce que t'étais... Là, aujourd'hui, tu as une chaîne YouTube qui parle de voitures et pas que. Tu es relativement jeune, tu as 23 ans. 26, pardon. Ouais. 26 ans, je te rajeunis, parce que j'adorais qu'on fasse la même chose avec moi. T'as 26 ans, il se passe plein de choses dans ton actualité. On peut te voir sur YouTube, on peut te voir vraiment partout avec des voitures. Si vous êtes passionné de voitures, forcément, on a dû te découvrir. Moi, je t'ai découvert à Monaco il y a quelques temps de ça. J'ai découvert tout l'univers qu'il y avait autour de toi. Comment c'est possible Alors, première question. Est-ce que tu étais prédestiné à être dans le milieu des voitures comme ça, à ce qu'on soit dans cet écosystème automobile, ou c'est un peu arrivé par hasard? Non, pas du tout. Complètement par hasard. J'avais personne, tu vois, autour de moi vraiment proche qui était fan de voitures. Voilà, mon père regardait la Formule 1 un peu le dimanche de temps en temps, mais c'est tout, ouais, le classique. J'avais juste mon grand-père du côté de ma mère qui aimait beaucoup les voitures. Donc, il y avait des magazines auto chez lui et tout ça, mais pas de passion plus que ça. Il conduisait une Saab, qui voilà, une voiture comme une série 3, quoi, une BM série 3. Et à l'époque, pour moi, c'était la voiture la plus stylée du monde. C'était une décapotable. J'avais jamais été dans une décapotable avant. Et il m'en parlait avec tellement de passion. Et ça m'a donné un petit peu cette passion pour l'auto. Et petit à petit, j'ai commencé à regarder Top Gear. C'était la période où Top Gear, ça cartonnait à la télé. Je lisais beaucoup de magazines auto et ça m'a un peu baigné là-dedans. Là, je suis très jeune à cette époque. Mais T'avais quel âge à cette époque? Là, je devais avoir 8 ans, 9 ans, tout ça. Et je regardais vraiment juste les photos qu'il y avait dans les magazines. Et je sais pas comment l'expliquer, mais c'est vraiment, une fois qu'on a cette passion pour l'auto, qu'on est piqué de ça, c'est fini, quoi. Quand tu as 8 ans, tu es passionné par quoi dans la voiture? Elles aillent vite, qu'elles sont belles, il y a quoi? Combinaison des deux, je pense. Ouais. C'est déjà le design. J'aimais vraiment beaucoup
ça m'intéressait tout le temps les records, surtout, pas juste dans l'automobile, mais je voulais savoir c'est quoi le plus puissant, c'est quoi le plus rapide, c'est quoi, etc. Et donc, dans les voitures, il y avait vraiment des réponses concrètes à ça. La Bugatti Veyron, c'est la voiture la plus rapide. Celle-là, elle fait 0 à 100 plus rapide. En F1, tu as qui a gagné cette course, qui a fait le meilleur tour de circuit. Donc, tu avais des réponses concrètes à ces questions que j'avais. Et ensuite, j'ai commencé à apprendre un peu plus sur les modèles spécifiques, les spécificités de chaque compagnie auto et tout. Et après, je suis devenu un peu obsessif là-dessus. Où j'ai vraiment commencé à m'y connaître plus, c'est parce que ma sœur faisait des cours de danse après les cours à l'école. Et moi, souvent, il fallait que je l'attende. Donc, j'allais avec ma mère et on se posait dans un café pendant qu'elle faisait ses cours de danse, juste pour l'attendre. Et j'avais du mal à faire mes devoirs. Ma mère, elle me forçait à faire les devoirs. Et dans les entre-deux, elle me disait, écoute, on va regarder par la fenêtre. Et pour travailler ta mémoire un peu, tu vas me dire les marques de chaque voiture qui passe. Donc, apprendre le logo et apprendre la marque. Et ensuite, c'était les marques au début, puis c'était les modèles, puis c'était les dérivés de chaque modèle. Et en fait, petit à petit, j'ai commencé à, comme on faisait ça 3-4 fois par semaine pendant quand même une longue période de ma vie, avec ma mère, on a commencé à vraiment avoir cette complicité à travers l'automobile. Et je pense que c'est là aussi où j'ai commencé vraiment à m'y connaître un peu plus et à kiffer ça. Et je le fais toujours aujourd'hui. Si je dois attendre quelqu'un, je vais dans un café qui a un peu de retard ou quoi, je regarde et je me dis, OK, tiens, ça, c'est la nouvelle Skoda, il y a ci, il y a ça. Et j'ai un note dans mon téléphone. Quand je vois une voiture que je ne reconnais pas, où je l'écris pour que j'aille faire la rechercher quand je rentre chez moi. Et donc, c'est un truc que j'ai toujours gardé jusqu'à aujourd'hui. T'es quel type d'enfant quand t'es petit? T'as une grande sœur ou une petite sœur? J'ai une grande sœur. T'as une grande sœur? J'ai une grande sœur classique, quoi. Je dirais franchement, je faisais un peu de sport, rien de fou. Je faisais un peu de tennis. T'es un enfant turbulent, sympathique, Non, ouais. enfant modèle? Non, ouais, je dirais plus peut-être pas enfant modèle, mais j'étais dans mon coin. J'étais très timide quand j'étais jeune, très très timide. Et j'étais en France et je parlais pas très bien français au début. Et donc, j'avais plus ce blocage là-dessus où j'avais vraiment cette barrière de langue, quoi, au début. Que tu parlais quelle langue? Je parlais anglais. Donc, ma mère est anglaise, mon père est français-américain, mais à la maison, on parlait anglais. Et j'ai grandi en France. Mais comme on parlait que anglais à la maison, quand je suis arrivé au début, à l'école, tout jeune, je parlais vraiment pas beaucoup français. Et bon, pour la petite anecdote assez drôle, mon père voyageait énormément. Pour le travail, il travaillait pour l'ATP, ils font le tennis, quoi, et donc il devait voyager à beaucoup de tournois de tennis. Et je le voyais pas très souvent. Et il voulait vraiment que j'apprenne le français parce que c'était son côté de la famille, etc. Et je voyais si je lui parlais français qu'il était tout content. Et donc moi, dans ma petite tête de tout jeune, je me suis dit, bon, c'est une manière de négocier qui passe plus de temps à la maison. Donc je lui ai dit, je ne parlerai pas français à l'école ou quoi que ce soit, jusque quand tu arrêtes de voyager autant, quoi. Et donc pendant longtemps, je crois 1 an, 2 ans, quelque chose comme ça, à l'école française, je ne parlais pas français, donc si on m'interrogeait ou quoi, je parlais pas. Et j'avais un ami qui, lui, ne parlait pas anglais, et moi, on pensait que je parlais pas trop français. Et on a créé cette amitié, personne ne comprenait trop comment. Et après, au bout d'un moment, j'ai commencé à parler français quand il a arrêté de voyager, quoi. Mais donc, vraiment, pendant 1 an, 2 ans, quand j'étais tout jeune, je ne parlais pas du tout français, quoi, en révolte un peu, en quelque sorte. Et à quel moment t'as commencé un peu à switcher ce truc-là? Parce que je pense que ton père, il a pas dû arrêter son travail pour parler. Non, mais il faisait pas. Voilà, sans rentrer trop dedans, il travaillait dans des bureaux qui étaient à Londres et il revenait un week-end sur 2. Et après, il a eu de la chance que la boîte a ouvert des bureaux plus vers où on était, et donc il était plus à la maison. Donc il y a eu quand même un gros changement à ce moment-là. C'est pour ça qu'on a la chance de faire ce podcast en français et pas en anglais. Ouais. Hein, ouais. On va pas faire. Possiblement un jour je ferai des podcasts en anglais, mais on va pas le faire tout de suite là. On va attendre un petit peu. Moi, des fois, je cherche vraiment mes mots en français. Tu vas peut-être voir à travers le podcast parce que je réfléchis toujours en anglais. Enfin, c'est vraiment ma première langue, l'anglais. Okay. Donc, ouais, ça s'entend peut-être un petit peu, un accent. Quand on s'est vu à Monaco, ouais. j'ai cru que t'étais j'avais pas du tout que c'était entre guillemets, t'avais cette particularité de parler anglais d'abord, puis ensuite français. Ouais. T'as un accent, mais j'ai cru que c'était un accent, tu vois, genre plus monégasque ou dans du secteur un peu, c'est un peu
italien, allemand, tu vois, il y avait un truc comme ça. J'aurais pas cru que c'était l'accent américain ou anglais. Bah maintenant, ça va beaucoup mieux aussi parce que ma copine est française, on parle français tout le temps. J'ai ma chaîne française sur YouTube. Je parle vraiment, je parle autant français qu'anglais maintenant. Oui. Mais pendant longtemps, ouais, j'étais plus sur le côté anglais. À quel moment cette timidité, elle commence un peu à disparaître ou à s'atténuer? Avec YouTube. Donc en fait, YouTube, j'ai commencé vers 13 ans. Et fallait le côté d'être timide, limite, YouTube m'a tellement aidé là-dedans parce que je faisais mes vidéos tout seul au début. En français en plus? En anglais. Ouais. En anglais, là, à l'époque. Ouais. Et de base, les vidéos ont commencé parce que donc, mon grand-père aimait bien les voitures. Et je filmais les voitures que je voyais dans le sud de la France où il y a beaucoup de belles caisses. Et je les mettais sur YouTube pour qu'ils puissent les voir. Il n'y avait pas WeTransfer, il n'y avait pas Mail, il n'y avait rien. Et donc, je ne savais pas que YouTube, c'était quelque chose où d'autres personnes pouvaient regarder tes vidéos nécessairement. Et donc, je les mettais là-dessus pour qu'ils puissent les voir. Et après, petit à petit, j'ai vu, attends, il y a 20 vues ou 30 vues ou plus de personnes qui regardaient. Et après, j'ai vraiment pris passion pour partager un peu les voitures que je voyais et faire du vlogging sans le réaliser. Donc, voir une voiture et commencer à parler et expliquer ce que c'était. Pour moi, c'était juste au cas où que mon grand-père ou quelqu'un qui regardait n'était pas au courant, je vais raconter un peu l'histoire de la voiture. Et sans le savoir, c'est ce qui est devenu un peu le vlogging, quoi. YouTube, 13 ans, tes parents, ils réagissent, ils se disent quoi? Ils voient le truc arriver en disant, attends, c'est quoi ce truc un peu bizarre que t'es en train de faire, ou ils font même pas gaffe? Ils comprenaient, je pense, comme tous parents, quoi, de YouTubeurs qui ont commencé à cette époque-là, ils comprenaient pas trop, je crois, ce que c'était vraiment au début. Mais ils étaient contents que je jouais pas aux jeux vidéo à la maison ou voilà. Même du côté timide, je pense qu'ils disaient c'est bien, ça le fait. Ils rencontrent des nouvelles parce que je commençais à rencontrer des personnes qui faisaient ça aussi. C'est bien, il sort un peu de sa bulle. Il a une passion, quelque chose qui le fait hors de l'école, qui est pas juste être à la maison, être timide, quoi. Et donc non, au début ça allait. Puis quand c'est commencé à devenir plus intense. Ça a pris du temps sur les cours et sur l'école et donc du coup des moins bonnes notes parce que je passais ma vie à faire des vidéos YouTube et tout. Et là, oui, c'est sûr que ça complique peut-être un petit peu et en tant que parent, c'est normal. Je pense comme tout le monde, ils ne savaient pas que YouTube, peut-être un jour, ça pourrait être quelque chose qui pourrait générer des revenus. Et moi aussi, j'y croyais pas du tout. C'était vraiment pas un truc auquel je pensais. Et voilà, donc c'est sûr, il y a eu des périodes où ça a été un peu plus compliqué, quoi. Le YouTube game à 13 ans, quand tu commences à voir qu'il commence à y avoir des vues, que tu commences à voir qu'il se passe quelque chose, il se passe quoi dans ta tête? Donc moi, j'ai eu de la chance, j'ai rencontré des YouTubeurs anglais. Shmi 150, c'est un YouTuber automobile anglais qui est toujours là aujourd'hui et qui m'a beaucoup aidé parce que quand je commençais à faire des vidéos, je ne m'y connaissais pas du tout, surtout côté business ou comment ça marche, même comment améliorer mon montage, tout ce côté-là. Et je l'ai rencontré, lui, il avait quand même 10 ans de plus, peut-être 15 ans de plus que moi. Et il m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup appris. Il m'a dit, écoute Seb, tu sais, à l'époque, c'était des gens te donnaient peut-être une casquette à porter dans ta vidéo pour faire de la pub pour la marque. Ils me disaient, si tu as plus de vues, peut-être qu'un jour, il va te payer pour porter cette casquette. Il m'expliquait que peut-être d'avoir quelqu'un qui aide au côté montage, ça pourrait aider aussi. Et tout ce côté-là, c'est vraiment lui qui me l'a appris. Donc niveau YouTube game, quoi. T'avais quel âge quand il a commencé à te dire ça? T'avais quoi? J'avais 15 ans. Ouais, 1 ou 2 ans après. Ouais. Donc assez rapidement. Et lui, il a très vite explosé. J'ai même fait monteur pour ses vidéos pendant une période de temps. Il m'a beaucoup appris. Enfin, faut couper tous les moments blancs. La miniature est très importante. Le titre, parce que moi, quand je dis je mettais des vidéos sur YouTube, ça veut dire que le titre, c'était image 358, tu vois, le titre qu'il y avait sur l'iPhone, tu vois. Il n'y a pas de miniature, rien. Donc, tout ce côté-là, ça semble tellement évident aujourd'hui. Ouais. Mais c'était vraiment des choses comme ça qui m'apprenaient. Donc, il y a eu Shmi, Tim, il y a eu Paul Wallace, c'est un autre YouTuber anglais. Et qui étaient beaucoup plus âgés, donc beaucoup plus d'expérience dans la vie juste en général, et qui m'ont vraiment beaucoup aidé. Ensuite, un agent aussi avec qui j'ai signé, qui m'a aidé par la suite. Là, on est plusieurs années plus tard, quoi. Et donc ça m'a vraiment
aidé à structurer un peu le côté YouTube. Tu commences à te professionnaliser, grosso modo, on va utiliser ce terme-là plus, grosso modo, ça prend, tu as des tips, tu commences à grandir, et le jeu de YouTube commence à devenir un jeu où tu commences à connaître les règles. Quand tu commences à connaître les règles, est-ce que tu as envie de devenir un YouTuber de fou? Est-ce que tu as envie d'avoir énormément de gens qui te suivent? Comment ça se passe? Non, pas trop. J'avais plus juste envie de kiffer avec mes potes. Donc, parce que maintenant, comme je passais tout mon temps en dehors des cours avec d'autres YouTubeurs, moi, il y a eu une période bizarre où je suis parti donc, à l'école en Angleterre, en pension. Du coup, pas de voiture, pas de YouTube. Et je devais, pendant mes vacances, rentrer, faire des vidéos. Quand on était supposé aller en stage, tu vois, pour l'école, bah, moi, je rentrais et j'allais au Salon de Genève, justement, ou des trucs comme ça pour filmer les voitures, rejoindre mes amis. Et donc, il y a eu une période ouais, je dirais 3 ans entre la pension et quand j'ai commencé l'université où je pouvais vraiment moins faire YouTube. J'avais pas totalement arrêté, mais j'en faisais vraiment pas énormément. Mais je voyais tous mes potes où ça commençait vraiment à prendre. Ça commençait à marcher pour eux. Ils pouvaient conduire des voitures de rêve. Et de base, tout a commencé pour ça. C'était juste pour pouvoir voir les voitures. Puis ensuite, c'est devenu monter dans les voitures. Et ensuite, c'est devenu conduire des voitures. Donc forcément, tu vois tes potes conduire des voitures dont toi, tu as rêvé juste de pouvoir monter dedans. Ça te fait réfléchir. Puis tu vois qu'ils commencent à peut-être en vivre et tout ça. Et je me dis, waouh, je suis en train de en fait, louper la vague sur laquelle ils sont. Et donc, j'ai pris la décision de quitter mes études au bout d'un semestre d'université. Et c'est là où d'un coup, c'était, OK, bon, on va y aller vraiment réfléchi et on va passer la seconde et voilà quoi. Là, je suis obligé de revenir un petit peu en arrière. Tes parents, tu passes de petit... Je vais faire un cliché, mais du petit garçon, il est trop cool, il est sympa, il est modèle, il fait des vidéos sur YouTube, il travaille pas à l'école, et beaucoup moins, et en plus de ça, pour de vrai, peut-être qu'on comprend pas trop ce qui se passe. Comment ça se passe? Genre, ils disent quoi tes parents? En vrai, ça a été... j'ai eu beaucoup de chance. Parce qu'ils ont bien sûr été durs avec moi. Faut que tu aies des certaines notes, faut que ça marche à ce niveau-là. En plus, ma grande sœur avait des notes, mais super. Donc, du coup, tu as tout le temps un peu la comparaison. Mais ils m'ont toujours laissé faire ce que j'avais envie de faire. Donc, ils me disaient, écoute, nous, notre condition, c'est quand même, n'abuse pas à l'école. C'est plus moi qui ai déconné à des moments où j'abusais, où j'allais moins en cours ou des trucs comme ça. Maintenant, je le vois, tu vois. Plus tard, tu peux regarder, tu peux dire, OK, je comprends votre point de vue. Et c'est vrai que j'ai un peu déconné ou quoi. Et où c'est sûr, c'était le moment le plus complexe, c'est quand j'ai quitté les études. Parce que j'ai annoncé à l'université que je partais tout sans le dire à mes parents de base. Et je leur ai annoncé après. Attends, tu vas nous expliquer ça. Genre, t'as décidé, toi, de ton côté. T'avais quel âge? Là, moi, je venais de faire 18 ans. Je suis allé à 17 ans à l'Uni. Et je venais d'avoir 18 ans. Et en fait, j'étais tellement décidé que c'est limite, j'y avais même pas trop pensé. C'était pas en mode non, j'ai pas envie de leur dire parce que voilà. C'est juste, je sais ce que je dois faire. Je dois gérer avec l'Uni parce que si je leur dis pas, ben c'est reparti pour un autre semestre. Et ensuite, je verrai quoi. Et j'étais monté. J'avais vu mes parents pour mon anniversaire. Et pendant tout le week-end, je me rappelle, c'était horrible. Je savais pas quand leur dire ou comment leur dire. Est-ce qu'il y a un bon moment pour leur dire? Est-ce qu'il y a un bon moment? Et donc, en fait, mon anniv est tôt. Et je me rappelle, au milieu de la nuit, je me lève et j'étais vraiment stressé. Ma mère a senti un truc. On partageait tous une chambre. Donc, elle se lève, elle fait OK, je vois qu'il y a quelque chose qui te tracasse. Qu'est-ce qui se passe? Je dis écoute, je retourne plus à l'Uni. C'est fini pour l'instant. Et c'est là où on en a discuté. Et elle voyait, je crois, à quel point ça me faisait peur aussi. Parce que je me disais, bon, j'ai toujours suivi un peu le parcours classique, quoi. Là, je sors de ce parcours-là. Tous mes amis sont voilà, toujours la plupart, soit dans ce parcours ou plus âgés sur YouTube, donc ils sont déjà en place ou quoi. Moi, j'étais un peu dans cet entre-deux où j'étais beaucoup plus jeune que tous mes amis YouTubeurs. Et tous mes amis qui étaient à l'Uni, ben, ils restaient à l'Uni, ils faisaient ça. Donc, j'étais un peu entre deux et ça faisait un peu peur. Et donc, elle a compris à quel point c'était quelque chose d'important pour moi et qui me stressait aussi. Donc, même si ça n'a pas été facile pour eux d'accepter ça, on a réussi à bien en discuter. Ils ont été très cool. Et ils m'ont un peu dit, écoute, tu as un an, on va voir ce qui se passe.
tu peux continuer à vivre chez nous. Donc comme ça, au moins, j'avais pas un loyer. Parce qu'ils auraient pu très bien dire, ok, t'arrêtes, mais tu te casses, quoi. Ouais. Bah, ils ont dit, en fait, l'entre-deux, c'est tu peux continuer, tu vis chez nous, mais par contre, on t'aide pas, quoi. Donc, quand t'as plus d'argent, tu retournes à l'Uni. C'était un peu le deal. Et donc, très vite, je me suis dit, bah, en fait, j'ai déjà presque plus d'argent, quoi. Donc, c'est peut-être même dans 10 jours, je vais devoir y retourner. Et donc, petit à petit, j'ai réussi. Je me rappelle de devoir aller chez des potes quand leurs parents cuisinaient pour eux ou quoi, pour aller dîner sans devoir aller acheter ma bouffe ou quoi, des trucs comme ça. Et parce que il faut se garder en tête que j'avais toujours pas de caméra, je filmais à l'iPod Touch, tout ça. Et là, si j'essaie d'être pris au sérieux, il faut que peut-être je m'achète une caméra. Mais bon, c'est cher une caméra et il y a tout ce côté-là. Et voilà. Donc, pour répondre à la question plus de comment ça s'est passé cette période avec mes parents, je dirais un vrai entre-deux. Ils ont été durs de bon, tu sors du truc, on va pas non plus juste te dire c'est facile, vas-y, continue. Mais on va pas te stopper non plus. Et ce qui a été beau, et moi j'ai énormément de respect pour eux, pour ça, c'est que leur mentalité, c'était vraiment si tu vas le faire, on a envie d'apprendre ce que c'est. Donc vas-y, raconte-nous, qu'est-ce que c'est YouTube, comment ça marche, parler limite business plan, tu vois, un peu comment est-ce que ça va fonctionner. Et donc maintenant, je suis tellement reconnaissant de ça et on est tellement proches maintenant parce qu'ils comprennent parfaitement mon univers. Ils ont vu l'évolution. Et ça, j'ai eu beaucoup de chance avec ça. Forcément, quand on voit ce que tu fais aujourd'hui, qu'on voit les voitures, on voit les endroits, on voit les lieux où tu vas, on se dit forcément, il connaît quelqu'un. Ou pour lui, ça a été facile. Il y a eu un truc il y a pas très longtemps sur les réseaux. Je me souviens, je l'ai vu en story. J'en avais parlé. On avait un petit message en te disant, putain, les mecs, qui disent qu'en fait, en fait, tout ça, c'est normal. T'as plein, t'es blindé, tes parents sont blindés. Est-ce que c'est vrai, ça? Ouais, ça, c'est le truc, ça revient le plus. Et franchement, je comprends parfaitement parce que quand j'ai commencé à faire les vidéos YouTube, comme j'étais proche de Monaco, je jouais beaucoup sur l'image Monaco. Moi, je suis le gars qui filme les voitures à Monaco et tout, mais j'ai jamais habité à Monaco. Enfin, j'habitais à La Turbie, en dehors de Monaco. Et donc, ce mythe que je vienne de Monaco et tout ça, en soi, c'est même pas vrai. Mais je comprends comment il peut avoir cette perception de attends, mais s'il a grandi là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a aussi eu je sais pas si on en avait parlé nous, mais cette rumeur comme quoi j'étais le petit-fils de Jean Ragnotti. Ouais. Je l'ai vu ça. En tout cas, sur une story, on t'en parlait. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu es le petit-fils? Non, non, pas du tout. Dommage pour toi. Dommage, franchement, ça aurait été actif, parce que j'admire beaucoup Jean Ragnotti. Pour ceux qui connaissent pas Jean Ragnotti, c'est un pilote de rallye, une légende du rallye. Et on avait fait un rallye ensemble. Où pendant un des arrêts, un journaliste lui a demandé mais il y a une grande différence d'âge entre toi et ton copilote. Il a fait une petite blague, je le fais avec mon petit-fils. Moi, un peu naïf, je me suis dit, j'ai jamais pensé à ce que les gens le prendraient au premier degré, quoi. Et je rigole, je fais ouais papy, Et après article, Sébastien Delaney, petit-fils de Jean Ragnotti, tu vois. Ah oui. En mode ça explique tout, okay. tu vois. Donc c'est pour ça qu'il a accès aux voitures. C'est pour ça qu'il a grandi à Monaco. Et donc, en fait, c'était le truc qui expliquait tout. Mais ouais, c'est pas du tout vrai. En fait, c'est juste une blague qui tourne mal, entre guillemets. Exact. Il y a des gens encore qui t'en parlent. Tout le temps. Parce que maintenant, je crois, quand tu me cherches sur Google, c'est le premier truc qui apparaît. Donc, j'ai des gens qui viennent me voir, qui me donnent des trucs parce qu'ils sont fans de Jean Ragnotti. Tu peux donner à ton grand-père. Je dis non, mais c'est pas du tout mon grand-père. Enfin, c'est complètement inventé, ce truc. Mais après, je comprends, tu as un peu besoin d'avoir une explication. Ouais. Tu vois, et moi, pareil, quand je regarde des youtubeurs ou quelqu'un, j'ai envie de savoir, attends, mais comment c'est possible ça? Et le truc, c'est moi, la plupart de ce que je poste, c'est des voitures d'autres personnes, c'est des voitures de marque qu'on me prête ou quoi. Franchement, je te coupe parce que j'allais t'en parler parce que forcément, on veut savoir. Bah non, on sait que t'es pas le petit-fils de Jean. Mais vous êtes proches ou même pas du tout? Non, on a fait un rallye ensemble. Ouais, on a fait on s'entend très bien. Ouais. Mais on a fait un rallye ensemble. Tu vas pas manger dimanche avec lui Non. Depuis, je l'ai pas revu limite depuis cette interview, quoi. Comment on fait pour avoir accès à toutes ces voitures quand on n'est pas le petit-fils de Jean Ragnotti, qu'on n'habite pas vraiment à Monaco? Comment tu as réussi à faire cette perf? J'ai eu la chance d'être pas loin de Monaco et donc de rencontrer beaucoup de gens qui avaient des voitures. Donc par exemple, aller à un concessionnaire et là, le concessionnaire, ils ont accès à beaucoup de voitures où ils connaissent les propriétaires, ils pouvaient me mettre en contact.
Et après, franchement, c'était une période où beaucoup de personnes regardaient aussi YouTube, surtout dans l'automobile, parce que c'était le point de référence. Et une voiture, tu as envie de l'entendre, tu as envie de vraiment voir à quoi ça ressemble en vrai avant d'en acheter une ou quoi. Et donc, beaucoup des propriétaires, un magazine, c'était pas assez. Donc, ils regardaient YouTube. Et à travers ça, du coup, ils te contactent disant ah, j'aime bien tes vidéos, j'aimerais bien, voilà, j'ai cette voiture, est-ce que ça t'intéresserait? Il y a eu ça, il y a aussi eu le fait que les autres YouTubeurs avec qui je faisais des vidéos, qui étaient plus âgés, qui avaient plus de contacts, et par exemple, Schmi 150, celui qui m'a ouvert les portes, lui, il avait une Aston Martin à l'époque qu'il avait acheté avec son ancien travail. Donc, il avait accès à des voitures. Et ça m'a ouvert beaucoup de portes. Et après, ça fait effet boule de neige. On te voit une fois avec une voiture, du coup, on te fait confiance. C'est bon, il a déjà roulé avec ça, on peut lui prêter une autre voiture, etc., etc. Et ensuite, je suis allé à beaucoup d'événements, aux événements, au salon, à Goodwood, au Grand Prix ou quoi. Il y a beaucoup de voitures là-bas. Et j'ai juste toujours tout filmé. Mais mes premières vidéos, c'était ce qu'on appelle maintenant du car spotting. Donc, je rentrais pas dans les voitures, je les filmais passer dans la rue. Puis, passagers. Et ensuite, ouais, j'ai eu la chance de pouvoir les conduire. Et c'était juste, franchement, en faisant ce que j'aime, en kiffant le côté production de vidéo et le côté automobile, j'ai pu petit à petit avoir plus d'accès aux voitures. C'est sûr que d'être dans la région de Monaco, où il y a des événements auto, où il y a des voitures qui roulent dans la rue tous les jours, ça a été incroyable parce que ça m'a donné une librairie de contenu infinie. Et ça a été vraiment magique, quoi. Parce que là, quand on voit ce qui se passe, qu'on voit les voitures, on se dit obligé, il y a anguille sous roche, alors que finalement, c'est juste limite le culot et la passion. Tu parlais de là juste avant au début que tu avais adoré les voitures et que tu as eu ce petit moment, mais en fait, c'est juste, tu as juste demandé, en fait. Ouais, j'ai juste demandé et petit à petit, les vidéos, ça a été la meilleure pub, en fait, pour moi, envers des proprios de voitures. Et après, quand le temps passe, comme dans tout, après, j'ai pu me permettre de petit à petit m'acheter une voiture à moi. Et ça m'a donné beaucoup plus de contenu parce que j'en avais accès quand je voulais. Mais par exemple, quand j'ai acheté ma première voiture, j'ai vraiment mis tout ce que j'avais dans la voiture, quoi. Forcément, je pense que tu passes ton permis accompagné, puis tu as ton permis, tu dois avoir ton permis à 18 ans le jour J. Ouais, alors, on est d'accord, ouais. je pense que ça doit être un truc comme ça. Ouais. À 18 ans, c'est quoi ta première voiture? Moi, ma première voiture, c'était une Renault Twizy. Tu vois, les petites électriques, là. Mm-hmm. Techniquement, quand j'étais à l'Uni, il y avait une tradition folle. Je me demande si ça continue toujours, où il y avait une Fiat Panda qui avait été abandonnée dans la cour en dehors de la cafétéria de l'université, qui avait, elle marchait pas mécaniquement, elle avait des soucis, elle avait pas bougé, et c'était le fumoir en fait des gens quand il pleuvait, ils se mettaient dans la Fiat Panda pour fumer sans être sous la pluie. Et d'année en année, les étudiants de l'Uni passaient les clés en première année, et c'était un peu la tradition. Et quand je suis arrivé, ils avaient vu que je faisais des vidéos sur YouTube auto, et donc ils m'ont donné la clé. Donc techniquement, ça c'était ma première voiture, c'est une Fiat Panda abandonnée dans la cour de l'Uni. Mais ensuite, quand je suis, j'ai quitté l'université et tout, une Renault Twizy. Et ensuite, plusieurs années après ça, je suis passé sur, ça s'appelle une Lotus Elise Club Racer, ouais. Qui était, voilà, c'était la voiture 2 places sportive moteur central la moins chère, qui était pas, tu vois, qui était assez neuve. Sur le marché à l'époque. Et qui a une gueule de fou. Gueule de fou. Franchement, il y avait un de nos potes qui avait quand j'étais plus petit, il s'appelle toujours, je pense. Il s'appelle Jean. Son père était venu me chercher devant chez moi en Lotus Elise. Ouais. Je m'en rappelle encore. Genre, la voiture ras du sol, magnifique. C'est une super car. Elle est magnifique. C'est une voiture quand tu la vois pour la première fois. Genre, en fait, c'est une Ferrari dans ta tête quand tu sais pas ce que c'est. Tu te dis, caisse de ouf, caisse de sport, quoi. Ouais, ça en jette. Pour YouTube, je me suis dit, bon, ben, c'est parfait, ça va me permettre de vraiment passer à la prochaine étape. Et c'est une voiture que j'avais achetée à 28 000 € à l'époque. Donc, c'est quand même un gros budget. Combien de temps après ton permis? C'est 18 à 20 Là, j'avais 20 ans. Ok. Question bête, t'as fait comment pour l'acheter de 18 ans? En fait, j'ai eu la chance de pouvoir continuer à vivre chez mes parents et donc je mettais juste de côté. Parce que là, les OP et tout ça ont commencé. Et un truc qui a aussi été un gros chapitre pour moi,
important, c'est que j'étais parti entre tout ça aux États-Unis, à Los Angeles, parce que j'avais eu un travail. J'ai eu un job dans la création d'app, quoi. En fait, l'histoire est un peu drôle. Donc mon père travaillait toujours dans le tennis, et il y a une boîte qui s'appelle Vixlet, c'est une boîte de développement d'app qui sponsorisait le tennis. Donc une fois, à un événement de tennis où je rencontre le créateur de cette application. Et c'était aux États-Unis, justement, on avait la chance de pouvoir aller à ce tournoi à New York. Et je rencontre ce gars. Et il me dit, mes parents, ils sont jamais venus à New York. Et ça me gêne parce que j'ai pas le temps de leur faire le tour de New York et tout. J'ai dit, moi, je fais rien aujourd'hui. Enfin, j'ai pas de place pour le tournoi et tout. Je vais avec tes parents et je leur montre, je leur fais le tour touristique avec eux, quoi. Hyper sympa. Donc, on fait le tour, voilà. Et quand je rentre, je me mets à parler avec ce monsieur. Et les personnes qui avaient l'âge, je vais avoir 18-19 ans, qui avaient plusieurs années d'expérience sur les réseaux, donc sur YouTube et tout, c'était assez rare encore. Et lui, dans le développement d'app, donc tout ce qui est en ligne, ça le fascinait, ce milieu-là. Donc on parlait. Et ensuite, il me dit, est-ce que ça t'intéresserait de venir bosser à Los Angeles ? Je dis, c'est pas trop la raison pour laquelle j'ai quitté l'Uni. Moi, c'était pour faire des vidéos sur YouTube. Je dis, tu peux continuer à faire tes vidéos sur YouTube. En plus, à LA, il y a plein de voitures. Fais un stage de 6 mois. Ouais, pourquoi pas. Enfin, vas-y, je me lance. Proposition improbable. Proposition vraiment improbable. C'est complètement ouf. Non, c'est un monde... Là, franchement, je me rappelle, et quand je l'ai raconté à mes parents, ils disaient, mais non, enfin... Tu déconnes, c'est une blague. Tu déconnes, c'est une blague, c'est quoi ? Mais tu le connais, le gars, bien et tout. J'ai fait, je sais pas, il m'avait l'air sérieux. On a regardé sur Google, tu sais, la boîte, et le gars, il venait d'avoir plein d'investissements dans sa boîte. Je me dis, ça a l'air d'être propre, le truc. Donc, il m'envoie la proposition. Je dis, OK, super, très bien. Donc, j'y vais et je fais 6 mois comme ça, où je travaillais dans leur bureau. Tu sais quoi ? Franchement, je comprends toujours pas comment j'ai eu ce truc. Parce que il voulait juste que je sois là pour conseiller avec ma vue de quelqu'un qui avait un peu d'expérience sur les réseaux. Et donc, il me présentait des apps sur lesquelles il bossait. Il disait, qu'est-ce que t'en penses, quoi ? Et donc, moi, j'étais là, mais on s'en fout de ce que j'en pense, enfin, voilà. Et donc, voilà, je leur conseillais, j'aidais avec le développement d'applications. Donc, on a fait l'application du baseball, donc MLB, aux États-Unis, de Slipknot, le groupe de rock, de l'ATP, tout ça. Donc, on a développé ces apps-là. Et donc, oui, c'était plus technique que juste, ils venaient me demander tout ça. On a tout analysé sur ces applications. Et j'ai beaucoup appris sur le monde des apps pendant cette période-là. Et au bout des 6 mois, la fin du stage, ils me font... Enfin, je sais toujours pas ce que c'était à ce jour-là. Ils m'ont fait une offre pour rester, quoi. Et c'est les 2 grosses décisions un peu que j'ai dû prendre pour poursuivre YouTube. C'était 1, quitter l'université. Et 2, là, j'ai un job traditionnel, assez sécure, que je peux prendre. Mais ça veut dire, là, pour le coup, je vais devoir arrêter YouTube. Et c'est pas la raison pour laquelle j'ai quitté l'université. J'ai une chance énorme que j'ai 19 ans à cet âge-là, à cette période-là, où je me dis, t'as le temps, quoi, de voir si tu veux vraiment aller dans quelque chose de plus traditionnel comme ça. Mais de base, t'as quitté l'Uni pour faire ce que t'aimes et pas pour nécessairement les finances. Moi, je voulais juste pouvoir rouler dans des voitures cool de temps en temps et faire des vidéos YouTube. Et si un jour, ça pouvait me payer un petit loyer, tant mieux, quoi. Et donc, je suis retourné voir ce monsieur-là. Et j'ai dit, j'ai pas envie de savoir l'offre. J'ai pas envie de savoir ce que c'est. J'allais te poser la question de c'est quoi cette offre. Donc, non. Encore aujourd'hui, tu sais pas ? Non, je sais pas du tout. Parce qu'il parlait de donner des toutes petites parts dans la boîte sûr. Et tout. Ouais. Et il y avait un autre gars qui s'appelait Nick qui travaillait dans cette boîte-là, qui est devenu numéro 3 dans la boîte ensuite. Qui lui, ça avait été la même histoire. Il a fait un stage, il a pris des parts, etc. Et donc, ils m'ont donné le profil de Nick. On veut faire quelque chose de similaire à ça. Et je savais que s'il me donnait l'offre, ça allait me tenter, quoi, vers le truc. Donc, je dis, j'ai pas envie de savoir. Et moi, j'ai quitté l'Uni, j'ai ma passion, je sais ce que c'est. Et j'ai pas envie de prendre une décision que basée sur la finance. Donc, et ça, j'ai eu la chance de pouvoir prendre cette décision parce que je savais que je pouvais rentrer et quand même habiter chez mes parents et faire mes vidéos YouTube et pouvoir continuer à faire ce que j'aimais.
Et bon, j'ai 19 ans, enfin, j'avais pas besoin d'être déjà super stable pour le reste de ma vie à 19 ans, quoi. Donc, t'en parles à tes parents? Tu leur dis ouais, ça c'était intéressant aussi. Mais encore une fois, ils ont été incroyables. Ils m'ont dit, mais considère quand même ce truc, quoi. T'as pas envie de savoir au moins ce que c'est l'offre. Et j'ai une relation vraiment très proche avec mes parents. Suite à ça, ma mère est devenue ma manager aussi sur tout ce qui est YouTube. Donc vraiment très très proche. Et quand je leur ai expliqué un peu ma manière de penser là-dessus, totalement, ils ont dit, ouais, tu sais quoi, je crois qu'ils étaient contents aussi que j'allais pas vivre à Los Angeles, à l'autre bout du monde. Et voilà, encore une fois, ils m'ont soutenu dans cette décision. Ils ont dit, écoute, c'est ta vie, si tu as envie de faire ça, vas-y, quoi. On préfère que tu sois content à faire ce que tu aimes qu'à l'autre bout du monde, avoir un job qui me plaisait, mais sans plus. Ouais. Et voilà. La boîte, d'ailleurs, n'existe plus aujourd'hui. Je vais te poser la question si elle existait. Donc, non, elle a fait faillite, au final. Bon, au moins sans regret, au moins ne serait-ce que pour ça. C'est triste pour eux, mais ouais, et tout le monde était super sympa. J'ai beaucoup appris, et ça m'a vraiment mis le feu au cul un petit peu de, ok, maintenant, t'as quand même quitté l'Uni, t'as pas pris staff pour faire ce truc. Fais-le bien au moins. Donc tu veux le faire bien, qu'est-ce qui se passe là, pour le coup, là c'est fini, c'est déterminé. Ouais. Deuxième point, le but c'est de niquer le game, quoi. Et pour revenir à ta question de comment j'ai fait pour acheter la voiture, grâce à ça aussi, ça m'avait aidé. Parce que du coup, j'avais 0 frais, ils m'avaient pris l'appartement pendant que j'étais à Los Angeles et tout. Et c'était un stage payé. Et donc du coup, pendant une période de temps, ça m'avait aidé. Et donc ensuite, j'achète la voiture et je commence à faire des vidéos, daily vlog, tous les jours. Et ça... Autour de ta voiture ou aussi tu continues à en faire d'autres? D'autres voitures, des rallyes, ma voiture. Là, vraiment, c'était il me faut une vidéo tous les jours. Ok. Toi qui connais le milieu, tu connais les daily vlogs, c'est particulier parce qu'en fait, tous les jours, il faut que tu filmes ta vidéo. Tu la montes. Ouais, que tu la montes et que tu postes, que là, tu fais une miniature et tout. Et encore, là, il y avait juste YouTube. Il n'y avait pas encore trop Insta. Ouais. Il y avait Facebook un peu, mais il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas les shorts, il n'y avait pas tout ça. Donc aujourd'hui, franchement, de faire ça sur toute plateforme, tout seul, c'est compliqué. C'est très compliqué. Ouais. Mais comme j'étais entouré et je faisais ça avec plein de potes, on faisait tout ça. Et donc, c'était trop fun parce que c'était la routine de tous les jours. Toi, tu fais quoi demain? Toi, tu fais quoi demain? Ce soir, on va rentrer, on va monter. Et on partait sur des aventures ensemble et on réinvestissait un peu tout dans les vidéos, pouvoir faire des rallyes, pouvoir modifier la voiture, pouvoir acheter des caméras, etc. etc. Et c'était un peu le moment où YouTube, ça commençait pour tout le monde, hein, pas juste moi. Et moi, c'est un petit niveau. Comparé à toutes les personnes avec qui je faisais des vidéos, ils ont beaucoup plus explosé. Mais moi, à mon petit niveau... c'est la période là des daily vlogs où ça m'a permis de gagner un petit peu en abonnés et en présence sur les réseaux, quoi. Il y a acheter des voitures de course, il y a monter dans des voitures, il y a conduire des voitures. Ouais. Est-ce que tu passes un permis spécifique? Parce que le permis de conduire / conduire une voiture de psychopathe, ouais. J'en ai pas conduit moi en tout cas au permis. Ouais, non, sur la route c'est le même permis, hein. Et ça c'est une chose, il faut vraiment... quand t'es jeune, moi j'avais 0 expérience derrière le volant de ce genre de voiture. Faut vraiment y aller mollo. Et aussi, même le truc qui me faisait peur et faisait peur à ma famille, par exemple, c'est tout le temps en train de monter dans des voitures avec des gens que tu connais pas trop. Donc, est-ce que tu sais vraiment qu'ils peuvent contrôler ces voitures et tout? Et donc, ça a toujours été une règle que je me dis, si je rentre et je sens que quelqu'un contrôle pas trop la voiture ou parce qu'il y a une caméra a envie de bombarder trop, de juste être cash et dire, écoute, on y va mollo. De toute manière, on peut pas poster des trucs qui sont trop rapides, trop hors la loi et tout ça. Donc, il faut toujours faire attention. Et il n'y a pas besoin, quoi. Le but, c'est de juste montrer la voiture, de kiffer dedans et partager ça avec l'audience. Donc, ça, c'est un côté j'y ai toujours réfléchi un peu et c'est un risque dans notre milieu. Et ensuite, où il faut passer un autre permis, c'est le circuit. Donc, moi, j'ai toujours été piqué de voitures de sport. Autant plus de circuits, mais le problème, c'est les barrières d'entrée dans le monde des voitures de course sont énormes. Ça coûte tellement cher. Donc, j'ai jamais vraiment pu faire ça. Mais une fois, j'ai eu une OP avec les boîtes en Angleterre qui font passer les permis circuit. Et donc, j'ai pu passer mon permis circuit
gratuitement, donc ça c'était trop cool. Ce qui est complètement possible. Est-ce que tu dirais que tu as de la chance toi aujourd'hui? Oui, beaucoup, ouais. Non, ça serait mentir de dire non. Enfin, je fais mon taf de rêve. Enfin, ça serait impossible de dire que j'ai pas de chance là-dedans. J'ai été au bon endroit au bon moment pour YouTube, parce que, enfin, ça serait bien beau d'essayer de faire le génie et dire oui, je savais très bien que YouTube ça allait devenir un truc. J'ai investi grave là-dedans, pas du tout. Enfin, franchement, j'avais aucune idée. Et c'est juste que par chance, j'étais au bon endroit au bon moment à poster des vidéos et juste à me retrouver là-dedans, ce côté timide de pouvoir juste être moi et ma petite caméra et de pouvoir parler de ce que j'aimais sans avoir plein de monde devant moi ou quoi. Ouais, là, j'ai vraiment eu beaucoup de chance, quoi. Bon timing, passion, des potes autour, tout se passe bien. Il n'y a pas une histoire d'accident à un moment qui arrive? Ouais, ben, il y a... Au cours, là, on parle des côtés positifs parce que c'est le plus sexy, quoi. C'est le truc le plus vendeur. Mais non, il y a eu plein de soucis au cours de route, je sais pas, de périodes où c'était difficile de tenir le rythme, par exemple, avec les daily vlogs. Ouais, de trucs perso qui se passent dans ta vie où enfin, plein de fois, j'ai presque arrêté, quoi, de faire. Mais les daily vlogs, c'était difficile. J'étais jeune. J'étais entouré de personnes qui étaient beaucoup plus âgées, qui savaient comment gérer tout ça aussi. Et moi, j'étais juste beaucoup plus jeune. Tous mes amis étaient à l'université ou ils étaient dans leur taf, leur plus classique. Et donc, j'avais vraiment pas grand monde à qui parler de mon âge, de ça, qui vivait un peu le truc. Et donc, ça, c'est pas toujours très facile. Et après, il y a des trucs comme moi. J'ai eu un accident qui avait fait un bad buzz en ligne. Mais bon, ça, à la limite, c'est des trucs. Comment tu l'as vécu, ça? Est-ce que t'as envie d'en parler? Est-ce que c'est la vraie? Ouais, non, enfin, moi, ça me gêne pas trop d'en parler parce que c'était un truc. Ben, déjà, il y a le côté accident qui fait peur, quoi. Parce que ben, c'est exactement ce dont on a parlé avant. Tu passes autant de temps dans des voitures, au bout d'un moment, il y a des chances qu'il va se passer quelque chose, quoi. Et il y a eu une ou deux fois en passager dans des voitures où il y a des trucs qui sont passés pas très loin ou des choses comme ça où. Et c'est horrible d'y penser, tu vois, ça stresse même maintenant d'y penser parce que je me dis, ouais, tu sais qu'au bout d'un moment, il va se passer quelque chose, quoi. Et là, ouais, il y a eu un accident. Il s'est passé quoi? Ben, on était dans une voiture super particulière, une Batmobile. Ouais, une Batmobile. Ouais. Et enfin, accident classique de route, quoi. Où nous, j'étais avec un ami qui m'aidait à filmer. Et on a eu un accident avec une voiture. C'est toi qui conduisais? Moi, je conduisais, ouais. Moi, j'étais au volant de la caisse. C'était la caisse d'un ami, en plus. Et bref, voilà, accident. Et après, ça a tourné dans tous les sens en ligne. Parce que bon, forcément, youtubeur de 22 ans dans une Batmobile, etc. C'est un bon titre aussi. Oui, c'est un très bon titre, oui, ouais. effectivement. Et après, voilà, enfin, ça avait fait un petit buzz quand même à l'époque. Et au début, j'ai essayé de pas trop en parler. Parce que voilà, c'est quand même un accident. Il y a des histoires derrière d'assurance, de ci, de ça. Enfin, et ensuite, j'en ai parlé en ligne. Et je pense que je me suis un peu mal exprimé à ce niveau-là. Et pour moi, dans ma tête, je me suis dit le plus simple, c'est juste de faire une vidéo cash, sans montage, sans rien, où t'expliques le truc. Mais le problème, c'est que, enfin, on cherche les petits trucs dans tout ce que tu dis. Et j'avais eu un accident avec quelqu'un qui était très gentil, qui était dans un Renault Scénic, je crois qu'il rentrait du travail. Et tu vois, l'histoire du gars de 22 ans, et parce qu'en plus, on avait dit que c'était ma Batmobile, qui, encore une fois, c'est un exemple de... Enfin, c'était pas du tout le cas. C'était pas ma voiture du tout. Mais si tu dis accident de petit jeune dans une Batmobile contre le gars qui rentre au travail dans sa voiture, tout le monde va prendre plus le côté de cette personne-là, ce qui est normal et ce que je comprends parfaitement. Donc ça s'est passé un peu plus comme ça. Donc c'est sûr que sur le moment, enfin, je dirais pas tous, mais je pense que beaucoup des youtubeurs ont eu des moments où ils ont eu un petit bad buzz. Et faut juste savoir le gérer et savoir surmonter ça et se dire ça va pas toujours être ça. Il y a des gens qui arrêtent, hein, littéralement. Pourquoi t'as pas arrêté, toi? J'ai arrêté pendant, je crois, 3 semaines. J'ai rien fait. Je suis quasi pas sorti de chez moi parce que, bref, il y avait des gens qui t'en parlaient tout le temps et tout, et c'est pas le truc dont tu as envie de parler directement. Et je m'étais vraiment dit, est-ce que te mettre dans une position qui t'ouvre à la possibilité d'avoir des bad buzz comme ça, c'est quelque chose que tu as vraiment envie de faire.
Mais je pense que dans tout, ça, c'est pas juste YouTube ou quoi, mais dans tout, l'humain a la nature plus de regarder le côté négatif avant de penser au côté positif. Et j'essayais juste de me dire, ouais, mais Seb, t'as eu un truc là qui est vraiment relou pour 1000 trucs qui ont été des rêves que tu pensais jamais réaliser dans ta vie avant. Donc, si le prix de ces 1000 trucs d'avant, c'est un mauvais, ben écoute, franchement, c'est pas payé très cher, quoi. Donc j'ai essayé de me remotiver comme ça, de changer de genre de vidéo, voilà, et juste de continuer comme ça. Et moi, ma manière d'être sur YouTube, comme j'ai commencé tellement jeune, ça a toujours juste été d'être complètement ouvert et voilà, de parler. C'est comme quand tu m'as demandé est-ce qu'il y a des trucs dont tu n'as pas envie de parler. Je me dis non, bah franchement, comme depuis que j'ai 13 ans, tout est sur YouTube, tout est en ligne. Je préfère être complètement authentique. Ouais, authentique, ouvert là-dessus. Et d'autant plus après un bad buzz, je pense que ça c'est très important aussi de juste arriver, t'ouvrir, dire écoutez les gars, voilà, il s'est passé ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, on va continuer, on va essayer de kiffer et voilà quoi. T'as eu aucune séquelle toi physique ou de séquelles autres Non, rien de sérieux. Je m'étais fait mal au pouce, des petits trucs comme ça, juste l'airbag tu sais qui sort. Mais non, pas plus que ça. C'était plus en ligne, ouais. C'était plus ce que tu ressens suite à ça, quoi. Et j'avais jamais vécu un truc qui était aussi autant de personnes qui l'avaient vu, tu vois. Donc c'était aussi juste de gérer ça, quoi. C'était particulier. J'avais eu un autre truc comme ça. On m'avait volé une voiture où on m'avait mis un flingue à la tête, enfin tout le truc. Ça m'a laissé plus de séquelles, juste niveau choc, quoi. Et ça avait aussi fait un buzz et tout. Mais c'est triste, mais les choses qui souvent sont les pires vont faire le plus de bruit. Mais bon, c'est comme ça. On peut pas changer le monde. Voilà, c'est des choses qui arrivent et je comprends que c'est beaucoup plus intéressant ça que quand je te dis regarde, je viens de repeindre ma Renault Twizy. Normal, ouais, c'est naturel que t'aies envie de regarder ça et que ça te fascine plus. Donc je pense que c'est jamais un truc qu'il faut. Je sais pas, le mot en anglais c'est resent. Résilient. Ouais, où t'as envie de rendre le truc toujours mauvais dans ta tête. Faut juste se dire, écoute, j'ai appris énormément à travers ça. Mon audience m'a suivi à travers ça et ça te connecte encore plus avec l'audience et essayer de voir les côtés positifs, quoi. Bon, les bad buzz, c'est ce qu'il y a de pire à vivre, émotionnellement parlant. Moi, j'avais plein de gens avec qui j'ai bossé. On a dû gérer des bad buzz, des trash. C'est limite des troubles post-traumatiques. La bonne nouvelle, pour ceux qui... Et ça m'arrivera peut-être un jour, j'espère pas. Mais en fait, on est tellement dans une culture là actuellement du swipe que finalement, les bad buzz sont autant intenses qu'ils disparaissent aussi rapidement. Alors peut-être qu'il y a quelques années, beaucoup moins. Mais là, actuellement, il y en a eu plein. En plus, c'est pas de rappeler des bad buzz de certaines personnes, mais il y en a eu plein dont on a totalement et complètement oublié. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Et j'ai pas l'impression que t'es le... Il y en a vraiment, ils ont des troubles post-traumatiques. Genre, ça en est vraiment dû... genre, ils voient un commentaire, ils se disent waouh, excessivement dur, ou alors ils ont même peur d'aller voir les commentaires. J'ai pas l'impression que ce soit ton cas. Donc là-dessus, t'as eu quand même du bol. J'ai l'impression que mentalement, t'es aussi... T'as bien pris le bon côté, ce qui est plutôt une très bonne nouvelle. À quel moment tu passes dans ta vie que t'as beaucoup parlé du YouTube game et je pense que ça peut être intéressant d'aller aussi sur cet aspect entrepreneurial. À quel moment tu passes dans ta tête, tu dis en fait je fais des vidéos, je suis un entrepreneur et je vais vivre de ça? Ouais, je sais pas, c'est un peu venu naturellement. Je pense quand tu fais quelque chose, comme tout le monde, dans n'importe quel travail, quand tu fais quelque chose tellement, au bout d'un moment, tu as envie de tester quelque chose de nouveau. Et aussi, d'autant plus quand c'est, je sais pas, si t'es docteur ou avocat ou quoi, tu sais ce qui va se passer dans le futur de ta carrière, tu vois. Quand tu es sur YouTube, on sait pas. C'est nous qui sommes en train d'écrire le livre de ce qui va se passer dans le futur de ce métier. Donc, faut aussi se mettre son petit parachute de secours, quoi, et penser à ça. Et aussi le côté juste entrepreneuriat, mais juste m'amuser à travers des choses qui mentalement m'activent, quoi, qui me donnent quelque chose auquel penser, à faire.
moi, c'est ce qui m'amuse le plus, c'est de bosser, quoi, et d'avoir ce côté-là. Et j'ai toujours eu ça. Et donc, ça m'a ouvert à plein de choses qu'on peut appeler entrepreneuriat. Et c'est intéressant d'en parler. Tu vois, moi, je suis encore tellement jeune et j'ai fait tellement de choses qui n'ont pas marché aussi, de projets qui n'ont pas fonctionné, que sur ma chaîne, je fais tout le temps un peu attention quand j'en parle, parce que je ne sais pas si je peux encore me permettre de vraiment... trop, disons, éduquer là-dessus, parce que je suis toujours en train d'apprendre moi-même, tu vois. Donc, ce que j'essaie de faire, c'est juste donner mes leçons, les bonnes et les mauvaises. Et voilà, s'il y a des trucs là-dedans, ben nickel, très bien. Et parce que j'ai fait plein de choses, qui ont, tu vois, pas nécessairement fonctionné. J'ai commencé jeune quand j'étais à l'école. J'avais un ami qui rentrait en Chine pour aller voir de la famille et tout. Je lui ai donné de l'argent pour acheter des casquettes qu'il achetait là-bas pas cher, il les ramenait et je les revendais à l'école pour un peu plus cher. Des petits trucs comme ça, des ventes de voitures sur YouTube. Tu sais, au bout d'un moment, j'ai beaucoup de collecteurs de voitures qui regardent mes vidéos, beaucoup d'acheteurs, donc des vendeurs, des acheteurs qui regardent. En fait, YouTube, ça peut être l'entre-deux. Donc, il y a eu ça. J'ai aidé à gérer des réseaux d'autres personnes, que ce soit pour des agences, pour des athlètes, tout ça. Il y en a qui ont marché, il y en a qui n'ont pas plus fonctionné que ça. Mais dans tout ça, j'ai énormément appris. J'ai 26 ans, je suis au stade où il faut que j'essaye. J'apprenne, ça marche pas, voilà quoi. Tu te sens plus créateur de contenu, entrepreneur, est-ce que... Ouais, je dirais quand même encore peut-être créateur de contenu. Et tu sais quoi, franchement, tu me demandes ça, j'y ai jamais trop pensé. Donc c'est une bonne question, parce que j'aimerais bien dire entrepreneur, mais comme j'ai dit, j'ai encore tellement de choses que j'ai envie de faire que j'ai l'impression que je peux pas encore me permettre de le dire, parce que je sais qu'il y a encore plein de possibilités et je sais que je vais encore apprendre, je sais que je vais encore faire des bêtises et ça va pas marcher ou quoi. Et donc peut-être qu'un jour je me permettrai de me dire ça, mais là pour l'instant je suis juste en train de faire ce que je kiffe, ce que j'aime, où je pense qu'il y a du potentiel, où je pense qu'il y a quelque chose à faire qui pourrait soit m'aider moi, soit aider mon audience, ou soit aider des individus avec qui je travaille, d'un côté business, d'un côté plaisir, etc. Et quand j'ai le temps, parce que c'est surtout ça, je suis tombé dans le trou déjà de vouloir trop faire en même temps et de rien faire bien. Donc maintenant, je fais très attention à ça et d'essayer d'avoir d'autres projets. Donc là, j'ai d'autres projets à côté de YouTube. T'as quoi comme projet? Parler, si... Ah tiens. Déjà, j'ai une boîte où on fait de la merchandising. Donc, on en avait parlé quand c'était vu vite fait sur Monaco. Bien sûr, je sais de quoi tu parles. Moi, je connais. Raconte-nous tout. Moi, je sais. Il y a Jordan dans l'histoire. Il y a Jordan, ouais, mon pote Jordan avec qui je fais ça. Et en fait, on va faire des habits, des chaussures, tout ce qui est merchandising. Même maintenant, on est en train de regarder parler hors de ça, vraiment des produits quelconques pour que ce soit des youtubeurs. Donc on a bossé avec des youtubeurs, des athlètes. Là on vient de faire pour un pilote de Formule 1, pour des sociétés en B2B. Donc vraiment on fait tout ça et pareil, j'essaie de pas trop me prendre la tête avec ça, juste me dire on va essayer de faire le meilleur taf qu'on peut faire dans le temps alloué avec l'équipement qu'on a en place. Et voilà quoi. Juste tant que tu essaies de faire le mieux que tu peux, au bout d'un moment ça va peut-être prendre. Donc, tu es créateur de contenu avec des voitures, tout ça. Mais à côté, tu as une boîte de comment dire en français, de marketing, marketing. Ouais, production. De produits divers pour des personnalités en ligne. Surtout qu'en plus, vous avez un sujet dans votre qui est la basket. On a commencé avec la basket, en fait. On a vraiment commencé avec la basket et maintenant on fait un peu de tout. Mais ça, en fait, moi, j'aime bien les baskets et il y a une société à Monaco qui m'a contacté une fois pour faire ma basket. Et j'ai trouvé ça trop cool. Je me suis dit, mais vous êtes sérieux? Je vais pouvoir designer ma propre basket et tout. Et j'ai tellement aimé le processus de faire ça. Ça a pris 1 an. Que j'allais dire, c'est la partie dans le style, on va dire, qui est la plus relou. C'est vrai que personne n'y va. Ouais, mais moi, j'adore. Ouais. Moi, j'adore ce côté-là. Comment est-ce qu'on va faire la chaussure, quelle semelle, où est-ce qu'elle va être produite, même le côté SAV quoi, de comment on va gérer les retours et tout, je sais pas, j'aime bien ce milieu-là. Et ce qui est fou, et c'est pareil avec YouTube, je crois que c'est pour ça que j'aime beaucoup YouTube, c'est d'avoir une idée et ensuite la voir pas si longtemps après. Tu vois, une boîte, normalement,
2-3 ans après, tu vas voir ton produit. Là, avec les chaussures, on peut faire assez rapide. Avec YouTube, tu as l'idée le lundi, tu tournes le mercredi, tu montes le vendredi, la vidéo, elle peut être sortie le dimanche. Et ce retour direct d'un truc qui était dans ta tête il n'y a pas longtemps et qui maintenant est réel, et avec la chaussure, c'est encore un autre niveau parce que tu peux la toucher, tu peux la porter, tu peux voir quelqu'un qui la porte aussi. J'adore ça. Et donc, je crois que c'est peut-être le côté création, quoi. Et donc, avec les chaussures, on avait fait la mienne. J'avais beaucoup aimé, j'avais beaucoup appris. Je me suis dit, il n'y a pas tellement de monde qui fait ça encore dans ce milieu-là. Et donc, pourquoi pas faire ça pour d'autres, pour des amis que j'avais ou quoi que ce soit. Créer une chaussure, parce que maintenant, je sais exactement comment ça marche. Je sais comment créer le site, je sais comment trouver la semelle, le style, on a des designers, on a tout ce qu'il faut. Donc, c'est clé en main. On peut aller créer ça et vraiment créer une marque autour de ça. On peut faire une chaussure High Value Entrepreneur. Ouais, non, mais franchement, on peut... Faites attention, on peut faire gagner des chaussures High Value Entrepreneur. Ouais. Des chaussures, des chaussettes, des lunettes, c'est comme tu veux. Et franchement, j'ai trouvé ça trop kiffant. Et ce qui est fou maintenant, c'est de faire des projets avec des personnes. Tu apprends vraiment beaucoup sur la personne. Ça semble bête, mais faire un design de chaussures, voir quel genre de chaussures ils veulent faire et tout, tu apprends beaucoup. Et ce processus-là, je trouve ça vraiment fascinant. Et c'est cool un peu d'avoir quelque chose hors de la routine un peu de YouTube et quelque chose de complètement différent et de créer quelque chose pour quelqu'un où eux, ils peuvent en être fiers ensuite et où leur audience peut la porter et en être fiers aussi. C'est fou. Donc là, j'ai une des chaussures. Là, c'est la chaussure qu'on a fait pour... Tu la montreras dans l'after podcast. Ouais, voilà. Pour la retirer et nous montrer ta chaussure. Et donc ça, c'est kiffant. Et après, justement, on s'est dit pourquoi s'arrêter à la chaussure. Donc on passe sur d'autres Seb, je pense que tu es dans la merde, je vais te le dire tout de suite. Malheureusement, tu es entrepreneur. J'ai l'impression. Ouais. Tu vas pouvoir le dire. Tu vas pouvoir dire. Parce que pour de vrai, il y a beaucoup de gens qui sont dans le YouTube game, entre guillemets, qui sont sur YouTube et qui sortent jamais de YouTube. Moi, pour de vrai, il y a beaucoup de gens avec qui j'ai travaillé ou avec qui je travaille. Quand on bosse ensemble, forcément, moi, je vois, ils ont une communauté, ils n'exploitent rien de manière entrepreneuriale. Ouais. Il y a un vrai sujet dans la création de contenu, particulièrement les youtubeurs. Création de contenu, tu reçois tu monétises. Ouais. Il y a une autre manière de gagner de l'argent dans le YouTube game, en tout cas. Et il y a très peu de gens qui utilisent leur communauté. Parce qu'en fait, il y a un énorme problème. C'est que créer une communauté, c'est compliqué. Toi, tu as réussi à faire une des choses les plus compliquées qui existent, c'est-à-dire créer une communauté et fédérer une communauté autour de toi. Et finalement, après, il faut, au-delà de monétiser les vues, les vidéos, les choses comme ça, créer un écosystème autour. Donc, en fait, le YouTube game est comment dire, une sorte de start-up à ciel ouvert des créateurs de contenu qui demain peuvent créer des trucs de malades. Ouais. On voit Lena qui a une force de frappe, complètement dingue, et il y en a plein d'autres. Logan Paul, KSI avec Prime, tout ça. Vous avez une marge de manœuvre qui est monstrueuse. Ouais, tu sais aussi, c'est juste ce qui me fascine aussi, c'est le marketing. Je suis sûr, toi, c'est pareil. Et d'ailleurs, merci beaucoup. C'est très gentil ce que tu dis. Et venant de ta part, c'est dingue. Mais le côté du marketing et l'évolution du marketing grâce aux réseaux sociaux, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et pour la petite histoire, mon père a quitté l'ATP pour aller travailler dans le marketing pour une boîte très traditionnelle. Et c'est très drôle parce qu'on en parle beaucoup. Et on compare un petit peu les milieux dans lesquels on est. Et je vois le côté classique et je vois le monde dans lequel je suis moi. Et de comparer et essayer de trouver les points communs là-dedans et comment les deux peuvent évoluer en même temps, ça me fascine beaucoup. Donc, comme tu dis, Lena ou Logan Paul et KSI avec Prime, moi, c'est des... Enfin, j'adore étudier, tu vois, ce genre de projet. Et, tu vas t'éclater. Vraiment, non, franchement, là, on est entre nous, personne ne nous écoute. Vas-y à feu à volonté. La plus grosse problématique des entrepreneurs qui se lancent sans avoir de gens qui les écoutent, qui ne serait-ce ne pourraient avoir une opinion sur l'idée qu'ils veulent mettre en mouvement, là où ils veulent apporter de la valeur. C'est le plus gros frein, c'est d'avoir une idée et d'être écouté par des gens qui vont peut-être ne serait-ce que l'écouter, en tout cas, ou l'entendre. Vous avez réussi à faire le plus dur en créant une chaîne YouTube. C'est excessivement dur de créer quelque chose sur YouTube encore actuellement, et encore plus, je pense, même actuellement. Moi, la première fois que j'ai commencé à travailler avec des YouTubeurs, je me suis dit, mais
ils sont cons, quoi. Ouais. Genre, ils ont le truc, ils ont réussi à faire la chose la plus dure. Capter l'attention des gens, et derrière, il n'y a plus qu'à essayer de proposer quelque chose qui est en accord avec ce qui continue de véhiculer. Et là, tu es gentiment en train d'y aller, en fait. Hein. Ouais. C'est ça que je te dis, feu à volonté, les leviers sont oufissimes. Ouais, c'est fou ce milieu-là. Tu vois, tu as YouTube, tu as 280K, ça peut-être même plus. Crois, ouais. 160 sur TikTok. Bon, c'est pas. Plus Insta. J'ai pas de la stat sur Insta. Insta, je me souviens plus. Ouais. Potentiellement, tu as une force de frappe plus grosse que ou même aussi, moi j'ai peut-être une petite force de frappe, mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est travailler avec des personnes qui ont encore une plus grosse force de frappe, ou même des fois combiner. Ça, c'est un truc on est vraiment en train de regarder. Nous, dans la boîte maintenant, dans ce que fait, c'est pas juste faire une personne, mais de trouver des profils qui se complémentent bien, qui ont des marchés différents aussi, pour pouvoir avoir quelque chose de plus international. Exemple parfait, KSI Logan Paul avec Prime, marché européen, marché américain, et de créer des choses, des produits qui sont plus accessibles aussi. C'est pour ça qu'on ne fait pas juste la chaussure. La chaussure, à moins que tu sois Adidas ou Nike ou quoi, de l'avoir en dessous des 100 €, c'est très compliqué. Et 100 €, pas tout le monde peut se le permettre, quoi. Un produit comme un Prime ou quoi, en dessous de 5 €, là, c'est quelque chose de différent. Donc, on est en train de vraiment regarder dans ce milieu-là aussi. Quand on était à Monaco, on m'avait dit la chaussure, je me rappelle, j'ai rien dit, parce que je me suis dit, ils étaient à fond avec Jordan, je me suis dit, je vais pas les tuer avec l'histoire de la chaussure. Je sais à quel point c'est relou. Le textile sur la partie basket, t'as dit 1 an, hein. Genre c'était long, mais en moyenne, c'est 6 mois, un minimum 6 mois dans la création. Par contre, j'avoue que si dans un milieu comme ça, t'arrives à sortir des baskets, vous arrivez à sortir des trucs, et que ça pète. Ouais. Ça s'appelle comment l'entreprise que vous faites? Nous, c'est Dress Code Production. Ok. C'est quoi un peu l'ambition rapide, on va dire court terme? Là, tu connais Jordan qui est un de mes normalement meilleurs après, amis. tout à l'heure, normalement. Ouais, voilà, c'est un de mes meilleurs amis. Et l'ambition, lui, il est tellement fort dans vraiment mettre les heures et le travail et trouver l'inspiration d'un YouTuber et la direction dans laquelle ce YouTuber va aller. Et donc, l'ambition, c'est vraiment de prendre tout ce qu'on a appris dans les chaussures, de mettre ça dans d'autres textiles, rester dans le textile aussi pour l'instant, de trouver des profils avec lesquels on peut créer à long terme, pas juste des one-shots. Ouais. Et ensuite, voir pour sortir peut-être même du textile et créer des choses on verra. Et de grossir cette boîte-là pour pouvoir vraiment avoir quelque chose de concret à côté de YouTube, mais qui reste toujours dans le même univers. Parce que il y a vouloir sortir de YouTube pour faire un projet, mais si tu sors dans quelque chose qui est complètement rien à voir, et donc du coup, tu peux pas utiliser ce que tu as passé 10 ans à apprendre dans YouTube, alors c'est peut-être trop en dehors du truc. Mais là, comme ça reste quand même dans le même univers, et qu'avec Jordan, on se complimente tellement bien, je pense, je l'espère qu'il y a peut-être un petit peu de quelque chose. En anglais, l'expression, désolé, peut revenir dans les expressions anglaises, mais c'est a bit of meat on the bone, tu vois. Donc, et voilà, à notre petite échelle, on va essayer de créer des trucs qui pourront marcher dans la durée, laisser une petite marque dans nos carrières, la carrière des personnes avec qui on collabore, et peut-être même leur audience, quoi. Forcément, les gars, faut qu'on discute. Ouais. Nous, moi, je l'ai fait avec plein de gens. C'est un truc, il faudra qu'on discute, on prenne le temps d'en discuter. Peut-être après, je serais très content qu'on en papote. J'ai 2-3 sujets. Bon, on a fait un truc avec, par exemple, avec Hugo, avec CPK, qui était, je sais pas si tu connaissais CPK ou tu connais un peu. Je connais bien et c'est vrai qu'une chaussure, ça pourrait être cool. Une chaussure CPK. Hugo, si tu nous écoutes. Ouais. Hugo, allez, hop, on lance les connexions. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé que tu aurais aimé aborder Non, je pense qu'on a parlé un peu. Enfin, il y a plein de trucs, on pourrait parler de tout. Je sais que le côté entrepreneurial, c'était quelque chose dont on avait parlé, et que c'était un truc dont on t'associe beaucoup YouTube, création de contenu. C'est un truc qu'on t'entend pas forcément trop parler. Est-ce qu'on a abordé les sujets En fait, tu sais, quand tu es sur YouTube et quand tu postes un peu de tout, on commence à avoir un peu ta vie. Donc, par exemple, quand j'ai posté 2-3 petits trucs que j'avais fait. On avait rénové une petite maison, des trucs comme ça. Ça intéresse beaucoup. Et donc, tu as envie un peu de tout ouvrir.
Et donc, j'ai commencé à faire ça un peu. Et au bout d'un moment, je me suis vraiment dit, tu sais quoi, en fait, je trouvais que j'étais pas encore à un stade où je voulais me permettre de nécessairement tout montrer parce que j'avais même pas appris moi-même, quoi. Et donc, c'est une chose sur YouTube, il y en a plein qui le font très bien. Mais moi, mon milieu, c'est les voitures. Et le côté entrepreneur ou maintenant, parce que bon, on n'en a pas parlé, mais je m'intéresse énormément à l'immobilier aussi, j'adore ça. Je suis pas encore très grand là-dedans, mais j'apprends beaucoup et je commence à rentrer un peu là-dedans. C'est des choses qui me fascinent, mais j'en parle moins sur mes chaînes. Tu vois, là, on peut en discuter plus parce que c'est en dehors de ça, mais sur mes chaînes, je suis pas sûr que j'ai encore vraiment la crédibilité, tu vois, là-dedans pour pouvoir... Dans l'automobile, oui, parce que ça fait longtemps que je suis dans ce milieu-là. Mais je sais pas si c'est plus juste moi dans la manière que je réfléchis. Je préfère attendre un petit peu et pas essayer de faire genre que je m'y connais plus que ça quand c'est pas du tout le cas. Je préfère être authentique, naturel et dire écoutez, les voitures, je m'y connais un petit peu, donc ça on peut en discuter. Dans le reste, si on me demande une question comme là, ben, je vais jamais me fermer à ça. Mais de moi-même, je vais pas nécessairement aller sur ma chaîne pour commencer à essayer de donner des leçons quand moi-même je sais pas trop les leçons à donner, quoi. J'ai un sujet pour l'after podcast parce que là on va rentrer sur cette première partie qui se termine. Franchement, j'ai un sujet, on va parler juste un petit peu en off juste après. Tu me diras si tu veux qu'on en parle. Nous arrivons sur la fin de ce podcast. Je pose une dernière question pour terminer, qui est qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de notre échange? Ouais, c'est vrai que tu m'en avais un peu parlé, mais je pense juste de rester vrai à soi-même et je sais que ça semble utopique ou quoi, mais vraiment de trouver quelque chose que t'aimes beaucoup faire. Et au moins quand t'es jeune, si tu peux juste essayer de poursuivre ça, parce que c'est une chance qu'on n'a pas toute notre vie nécessairement. Et si tu vas le faire, faut le faire jeune. Et si tu le fais avec passion et conviction, au bout d'un moment, ça va marcher, que ce soit d'une manière juste pure plaisir ou d'une manière financière. Il faut savoir faire la différence des deux aussi. Et c'est ce que j'ai essayé de faire un petit peu. Et en ce moment, je kiffe, quoi. Donc voilà, je dirais plus ça. Eh bien, écoute, on terminera sur ces mots. Merci infiniment, Seb, pour cet échange. On part sur la deuxième partie du podcast. À très vite. Merci d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de passer de entrepreneur à high value entrepreneur, n'hésite pas à me contacter, les liens sont dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci et à très vite.